Bonjour à toutes, bonjour à tous. Kesako, la boîte à outils olympique. On vous dit tout pour faire les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, le tennis de table, tout le monde connaît. Et pour connaître les secrets de la raquette, de la balle, de la table, j'ai fait appel à Stéphane Huclier, conseiller technique national et surtout ancien entraîneur de l'équipe de France de 2008 à 2012 et qui a participé en tant que coach d'Adrien Matenay aux Jeux Olympiques à Londres. Bonjour. Bonjour Étienne. Le tennis de table, c'est toute une vie ? Ouais, c'est toute ma vie, oui. J'ai commencé le tennis de table à 5 ans, j'arrive à 60 ans et ma vie a baigné qu'avec la raquette, la balle, la table, les salles de tennis de table et c'est ma passion tout simplement. Aujourd'hui, coach aussi en Pro A du Sport Rouen ? Oui, le directeur technique national, Jean-Nicolas Barolier, m'autorise à avoir un cumul d'activités, et ce qui me permet de rester dans le haut niveau, qui me fait vraiment du bien par rapport à mon parcours de coach avec les équipes de France seniors. Et donc depuis 5 ans maintenant, je suis coach du SPO Rouen, qui est 3e actuellement du championnat de Pro A. Le championnat de France et le tennis de table français Oui, c'est le 2e championnat en Europe, derrière l'Allemagne, qui est le championnat numéro 1. Et de plus en plus, surtout cette saison, le championnat se renforce de très forts joueurs étrangers. Cette année, c'est Pontoise et Hennebon qui dominent le championnat. Et nous, au SP Rouen, on est 3e actuellement à la fin des matchs allés. Et on est surtout vice-champion de France. On a perdu le titre au play-off l'an dernier face à Hennebon, mais on a fait vraiment un super parcours. Et donc, on continue avec nos moyens financiers qui sont pas extraordinaire à jouer la tête de championnat. Et puis cet été 2024, les Jeux Olympiques avec des espoirs, avec de l'envie pour tout à fait. On a eu l'équipe de France reposait beaucoup sur Simon Gauzy qui reste titulaire de cette équipe, mais surtout on a les 2 frères Lebrun qui sont arrivés comme des TGV là. Qui sortent de la détection nationale aussi, qui s'entraînent à Montpellier, et forcément c'est une fierté pour toute la fédération. C'est un coup de fraîcheur terrible et c'est vraiment du positif pour tout le monde, et le fait que Félix et Alexis soient dans les meilleurs mondiaux maintenant fait en sorte qu'on parle un peu plus du tennis de table, et ça fait vraiment du bien, quoi. La raquette de tennis de table, c'est un manche, une palette, avec 2 revêtements qui viennent se coller sur la palette. Les revêtements, quand on les reçoit chez soi, c'est donc fait en carré, en fait. C'est un carré qu'on reçoit. On colle le revêtement carré sur la face de la palette, et après on découpe avec le ciseau pour que la raquette devienne arrondie comme on le voit là maintenant. Donc la palette, avant de coller les revêtements, c'est le bois de raquette en fait, qui est composé de différents manches. On peut avoir des manches anatomiques, des manches concaves et des manches droits. Donc selon votre main, selon comment vous tenez votre raquette, en fait vous commandez le bois qui vous convient le mieux, avec encore une fois la différence au niveau de la tenue dans la main, quoi. Enfin. Ouais, alors en fait, sur la raquette, il y a un revêtement de raquette, ce qu'on appelle un revêtement de raquette, qui peut être lisse pour les joueurs qui sont à vocation plus défensive qu'attaquant. Il y a des raquettes qui accrochent énormément, qui sont des revêtements où on peut jouer avec beaucoup de rotations, que ce soit des rotations arrière, c'est-à-dire des balles coupées, des rotations avant en faisant du lift, ou plus particulièrement dans le jargon technique, un toe spin, coup droit, donc pour frotter la balle, voilà, vers le haut. Et puis on a aussi maintenant des revêtements qui doivent être de couleurs distinctes, c'est-à-dire là, par exemple, du rouge et du noir. Pourquoi ? Parce que à une certaine époque, à l'époque de Jacques Secrétin, il y avait un joueur qui s'appelait Hilton, qui était un Anglais, qui est devenu champion d'Europe à l'époque, et qui jouait avec 2 revêtements de même couleur, mais avec un revêtement lisse et un revêtement qui accrochait. Et donc forcément,
pour les joueurs, c'était vraiment un casse-tête pas possible. Et ce joueur, il a eu un gros titre, champion d'Europe, c'est pas rien. Et donc après, les joueurs se sont plaints. Et donc la Fédération internationale a décidé qu'il y aurait 2 couleurs distinctes pour donner un peu plus d'informations aux joueurs qui jouaient justement ce type de joueurs avec des revêtements différents. Et donc maintenant, je pense plus pour une question commerciale, on peut jouer donc toujours avec 2 revêtements distincts, mais on peut jouer avec des revêtements verts, roses, selon les marques qui fabriquent les revêtements. En fait, on a la prise dite orthodoxe à l'européenne. Donc, vous prenez la raquette au bout du manche, vous la serrez relativement fort, mais pas trop fort non plus, pour garder une mobilité au niveau du poignet. Et donc, vous mettez votre pouce sur le côté du revêtement, qui est le coup droit, en fait. Voilà. Et donc, vous mettez l'index de l'autre côté sur le côté pour jouer du côté revers. Voilà. Ça, c'est la prise européenne. Et puis, on a actuellement notre meilleur joueur, qui est Félix Lebrun, qui utilise la prise porte-plume. Donc là, vous prenez la raquette entre les doigts, en fait, sur la prise coup droit. Et vous mettez les doigts sur le côté, enfin, sur l'autre partie de la raquette, de la palette, pour jouer du côté revers. Et auparavant, donc ça a été une innovation au niveau de la technique de la prise chinoise, parce qu'auparavant, tous ceux qui jouaient, enfin les Asiatiques surtout, qui jouaient en porte-plume, ne jouaient que d'un côté de raquette. C'est-à-dire qu'ils jouaient que comme ça, et ils tapaient en coup droit, et ils jouaient en revers avec leur côté palette. D'ailleurs, ils n'avaient pas de revêtement derrière. Alors que, il y a à nouveau eu une innovation technique qui est venue des Chinois, qui sont les meilleurs au monde, et tant techniquement qu'au niveau des classements mondiaux. Et donc, ils ont amené le jeu en revers avec la prise porte-plume. Et Félix Lebrun, qui est notre meilleur athlète actuellement, quand il était vraiment très jeune, avait un joueur chinois dans son club à Montpellier, et il avait 3-4 ans, et il a dit à son papa, moi je veux jouer comme le joueur chinois, et c'est de là que il a lancé sa carrière et qu'il a toujours joué en raquette porte-plume. Alors, il y a la balle. Donc, la balle, auparavant, c'était une balle, ce qu'on appelait en celluloïde. Il y avait un produit à l'intérieur qui était un peu chimique. Et donc, quand la balle cassait, si vous preniez un briquet, vous pouviez mettre le feu à la balle. Et donc, étant donné que ça pouvait être dangereux, donc la Fédération internationale a produit maintenant ce qu'on appelle des balles en plastique. Donc c'est différent parce que le tennis de table a changé à partir de là et est devenu beaucoup plus physique parce que la balle de plastique donne beaucoup moins de rotation que la balle de celluloïde. Et donc en fait les joueurs forcément se sont adaptés. Ensuite la balle aussi, elle était en diamètre de 38 et c'était des balles de 38 et maintenant c'est des balles de 42. Donc pourquoi ? Parce que la Fédération internationale, encore une fois, a essayé de rendre le plus médiatique possible le tennis de table pour que ce soit vu énormément à la télé. Et donc de par l'augmentation du diamètre de la balle, elle voulait un peu ralentir le jeu pour que les gens voient beaucoup d'échanges et tout ça. Mais bon, encore une fois, les joueurs se sont adaptés, ont travaillé physiquement beaucoup plus qu'auparavant pour s'adapter à cette nouvelle balle plastique. Et on peut se rendre compte que on est revenu, je pense, au même point, c'est-à-dire que il y a beaucoup d'échanges qui sont abrégés parce que les joueurs attaquent très très fort les premiers échanges. Et là, encore une fois, la Fédération internationale essaie de voir si elle va pas augmenter la hauteur du filet pour rendre le jeu un peu plus attrayant. Mais bon, pour l'instant, on en est là. Mais le tennis de table reste un sport vraiment très spectaculaire et on peut se rendre compte que c'est un véritable sport parce que maintenant, physiquement, on se rend compte que nos athlètes sont vraiment très forts et préparés justement à jouer ce sport qui est basé beaucoup sur la vitesse et les rotations de balles. Et donc, il faut avoir un super jeu de jambes, avoir des bonnes cuisses pour être bas sur les jambes et contrôler justement ces rotations de balles qui arrivent à une vitesse incroyable.
C'est surtout, je pense, à l'intérieur des matchs, quand un joueur peut casser sa raquette, il va prendre le mulet, comme on dit, comme en Formule 1. Il va prendre sa deuxième raquette avec laquelle il joue très peu, habituellement, et puis d'un seul coup, il va retourner un match parce que peut-être qu'il va avoir une meilleure sensation avec cette deuxième raquette qu'il connaissait pas forcément. Et puis il va pouvoir retourner un match. Ou alors, il y a aussi... sur la table, en fait, vous avez dans les corners, je dirais, il y a des côtés pointus, et des fois il y a des joueurs sur des balles mi-longues qui accrochent la balle et qui se blessent au niveau d'un ongle qui peut sauter, ou d'une blessure, d'une coupure. Et donc là, ce qu'on appelle on peut prendre un temps mort médical qui dure 10 minutes maximum à l'intérieur du match pour se soigner, récupérer. Et ça aussi, ça peut relancer un match parce qu'on est peut-être en mauvaise situation, ou ça peut aussi éventuellement faire perdre un match parce qu'on était super bien et puis arrive cet incident de jeu qui peut permettre aussi à l'adversaire de récupérer alors que nous aussi on était bien. Donc voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Et puis aussi, il y a aussi parfois des erreurs d'arbitrage ou des décisions d'arbitrage au niveau du service, par exemple, où il faut servir en lançant la balle verticalement et devant soi. Et il y a beaucoup de joueurs souvent qui lancent pas la balle verticalement mais un peu vers eux et qui arrivent à servir un peu derrière. Et donc si les arbitres n'interviennent pas, ça perturbe forcément la remise de service en face parce que le joueur ne voit pas partir le coup de raquette. Et là, il peut y avoir des incidents de jeu, des remontrances au niveau de l'arbitrage, des énervements entre les joueurs. Voilà, donc toutes ces règles sont très spécifiques, très techniques, mais ça fait partie de notre belle discipline qu'est le tennis de table. Voilà, j'ai tout compris. Bon, ça sera un peu court pour être performant aux Jeux Olympiques, mais merci beaucoup Stéphane. C'est à la fois très enrichissant et puis merci pour les anecdotes. J'ai compris aussi que le tennis de table va peut-être utiliser un jour la VAR pour voir si le geste est bon, je sais pas. Franchement, ce serait une bonne décision parce que, encore une fois, ça dépend de la qualité des arbitres, mais là, dernièrement, en Pro A, il y a eu des incidents de jeu à cause justement de décisions arbitrales qui étaient parfois bonnes à prendre, mais aussi des décisions par moment, les joueurs, à force de râler l'un contre l'autre par rapport à leur service, l'arbitre il veut intervenir, et souvent il intervient sur le service qui est parfois qui est bon à ce moment-là, et forcément ça agace un peu tout le monde et ça énerve les joueurs. Et donc voilà, peut-être que la VAR amènerait justement ce côté technique. On pourrait, comme au volley par exemple, sur une balle qui touche la ligne ou pas, décider si le service était bon ou pas bon, quoi. Donc pourquoi pas, c'est une bonne idée, Etienne. Et avant de nous quitter, je rappelle, au JO, on suivra évidemment l'équipe de France, simple homme, simple dame, le par équipe et le double mixte. Allez la France. Oui, allez les Bleus, et en espérant qu'on gagnera au moins une médaille dans ces 4 disciplines. Merci beaucoup Stéphane. Merci Etienne.